Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié le live de vendredi 12h30. Ripple est disponible sur la chaîne des rois du Bitcoin si vous l'avez loupé. N'hésitez pas à vous abonner, vous êtes de plus en plus à rejoindre la chaîne et la communauté des rois du Bitcoin, vous êtes bien évidemment bienvenus. N'hésitez pas à liker la vidéo, je le dis rarement, mais ça fait toujours plaisir et ça permet de compenser le travail effectué. On va parler Bitcoin, on va parler Black Friday, on va parler Ethereum, on va parler OpenAI, on va parler Argentine. Vous allez comprendre pourquoi. On va pas faire une vidéo très très longue, mais même s'il y a beaucoup de choses à dire, j'ai essayé de prendre les 3-4 news les plus importantes. On commence maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché. Vous trouverez le lien dans la description à l'intérieur dans le forum documentation. Juste ici, proposé par Joe, vous avez une stratégie qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser. Vous en imprégnez, vous en inspirez pour vous aussi trouver votre propre cible d'investissement, que ce soit sur le court, moyen, long terme, voire très long terme. Côté Black Friday, moins 70% pour le premium. Personnellement, c'est la seule chose que je fais. Je rajoute plusieurs mois, voire années sur mon plan, tout simplement. Donc là, je vais le prolonger de 504 jours supplémentaires. Il m'en restait une centaine. Donc je le fais chaque année. C'est le seul moment de l'année où vous pouvez avoir des discounts aussi importants. Donc n'hésitez pas à en profiter. Si vous êtes actuellement en gratuit, ça peut être un bon play pour pouvoir passer en payant sur les premiers indicateurs, voire passer directement en premium. Vous avez l'embarras du choix. Je l'utilise personnellement comme ça parce que c'est mon métier, bien évidemment, et que ça peut être intéressant peut-être de passer par mon lien d'affiliation. Ça vous permet d'avoir des mois gratuits, ou moi aussi avoir des mois gratuits. Donc je ne prends pas d'argent là-dessus, juste des mois supplémentaires. Et si vous avez un copain ou quelqu'un dans le Discord des rois du marché qui vous envoie son lien, aucun problème de le faire en message privé. Comme ça permet vous aussi de gagner des mois gratuits, tout simplement. Ledger également qui propose une petite offre Black Friday. Donc vous ne l'avez pas actuellement sur le site, ça doit bugger, mais je l'ai reçu par mail personnellement, puisque je suis affilié chez Ledger. Donc vous avez soit par exemple pour une Nano S+, soit une Nano X, soit le bundle Nano S++ Nano X, soit $20 en Bitcoin offert, soit $30 en Bitcoin offert, soit $50 en Bitcoin offert. Ça avait bien plu la dernière fois qu'on avait fait cette opération-là. Je rappelle que le hard wallet de Ledger n'est aucunement concerné par rapport au gros FUD qui est actuellement autour de Recovery. Et Recovery est plutôt un bon outil. Le seul problème que je vais reprocher à Recovery, bien que dans le cas d'une assignation de justice, il est possible de pouvoir récupérer sur des pays occidentalisés éventuellement l'acide et vos wallets, etc. Donc ça c'est une chose, mais ça reste quand même super cher. C'est près de 13 € par mois, $13 par mois ou $12 par mois, ou $10 par mois. Je trouve ça super cher en fait pour détenir des crypto-monnaies en coupant l'acide en 3. Mais bon, après je pense qu'ils ont fait leur étude de marché, et encore une fois, ça concerne celles et ceux qui sont plutôt bons pères de famille et qui ne veulent pas avoir cette responsabilité de détenir ces clés privées directement sur un wallet. C'est pas forcément ce qui nous concerne nous, en tant que cypherpunk et anarchistes technologiques, mais il faut comprendre que c'est un produit qui va probablement répondre à beaucoup de besoins sur l'adoption de masse, notamment côté Ledger, et ça continue à travailler dessus. Ça reste une entreprise française. Donc il faut bien évidemment les soutenir. Voilà pour ça. On va parler Bitcoin. Toutes les moyennes mobiles sont quasiment ascendantes. Hors moyenne mobile sans période. Après la moyenne mobile sans période, on ne la regarde pas forcément. Il faut comprendre que celle qu'on regarde le plus, c'est la 20, la 50, plutôt une moyenne mobile institutionnelle qui fait toujours office de support dynamique, et la moyenne mobile de 100 périodes. Toutes sont ascendantes. C'est-à-dire qu'on est bien rentré dans les flux et on tente de retourner ce bear market en magnifique tendance haussière. Est-ce qu'on arrive à la fin? Est-ce qu'on arrive au début? Est-ce que c'est maintenant? Est-ce que c'est... On va bien sûr en parler dans cette vidéo. On va d'ailleurs tout de suite aller chercher ce qu'on avait travaillé la semaine dernière. Vous voyez ce magnifique canal ascendant, donc j'ai utilisé une courbe de régression, ça permet d'être... c'est pas forcément tout à fait exact, mais bon, vous avez compris un petit peu l'idée. D'ailleurs ici, vous observez sur cette magnifique bougie, la bougie de la semaine dernière, c'est ce qu'on appelle, je le vois là-dessus, une Hangman. Une Hangman, c'est plutôt une bougie de retournement potentiel, donc il faudra venir clôturer une bougie en weekly en dessous des 35 000 $, et d'ailleurs je vous l'ai mis ici, si vous clôturez en dessous des 34 500, c'est bear, si vous clôturez au-dessus des 38 000 $ en weekly, c'est plutôt bull, et on va chercher donc ici l'accélération si c'est bull. Pourquoi ? Parce que maintenant qu'on a breaké au niveau de ce canal ascendant, on a eu l'émotion, la confirmation de la bougie d'il y a 2 semaines. Ici, l'acceptation d'attendre de faire une attaque baissière de l'offre s'est vue proposée sur ce niveau de valorisation, notamment proche du premier arrêt. Le premier arrêt a donc été cassé. On a eu l'émotion, la confirmation, l'acceptation, et maintenant on cherchera donc à jouer l'accélération. Donc tout à fait possible d'être complètement bull ici, puisque le prochain TP pour aller chercher cette accélération, c'est les 50 000 $. Bah oui, vous prenez tout le bas de canal pour aller chercher tout le haut de canal, et vous allez chercher les 50 000 $. Donc parfaitement OK pour être bull sur ce marché. Maintenant, ce qu'on ne voudra pas voir, c'est donc une réintégration. Ce que les bulls ne veulent pas voir, c'est une réintégration.
voilà pour ça. Maintenant, si on part sur des time frames un petit peu plus faibles, ici notamment en daily, je vais tout effacer, on va regarder du côté du RSI, on perd complètement de la force. Au niveau du MACD, vous le voyez également, juste là, on perd également de la force. Je vais me repasser en daily juste ici. On a des structures, on repasse en fait ici en backwardation, c'est plutôt en dessous de la neutralité des 100, donc c'est un oscillateur, hein, c'est backé au niveau du MACD, et vous vous retrouvez ici plutôt en territoire négatif, donc attention à ça, puisque ça veut dire que les boules perdent de la force, encore une fois. Donc j'ai un play, ici, en cas de... On peut aller chercher la poche de liquidité qui se trouve aux alentours des 38 200, au-dessus des 38 100 $, pour éventuellement essayer de jouer un retournement dans une espèce de diamant de sommet ici, mais c'est un petit peu tiré par les cheveux. C'est complètement possible. Maintenant, c'est stop, serré, et on ne s'accroche pas à ces idées, parce que si on commence à partir, on devrait partir relativement fort. Maintenant, on a quelques bloqueurs, notamment des bloqueurs au niveau des carnets d'ordre. Juste ici, je me trouve actuellement sur Bitfinex, vous avez... quelques centaines de bitcoins qui sont complètement collés au-dessus des 38 400 $. Donc si vous voulez jouer ce play, éventuellement vous servir de cette liquidité-là. Et si vous revenez un petit peu en bas, si vous voulez jouer le DI, parce que vous avez beaucoup de stops complètement évidents qui sont actuellement positionnés sur ce marché, vous avez des ordres qui sont aux alentours des 38 800, 34 000, 38 000, 33 500, etc. Donc vous pouvez aussi jouer si vous voulez prendre le flux pour vous capturer en fait cette liquidité-là pour pouvoir continuer, pourquoi pas, une petite hausse assez sympa. Donc vous comprenez bien que ici vous avez beaucoup de stops complètement évidents qui n'attendent qu'une chose, c'est de se faire liquider. Hein, les leviers x100, x50, x20, etc. À mon avis, il ne restera pas très très longtemps. Et si jamais ça me donne tort, et à ce moment-là, prenez vite des profits, comme vous pouvez bien sûr l'imaginer. Donc il peut se passer un tout petit peu de volatilité, bien qu'on n'ait pas grand-chose à se mettre sous la dent tout au long de cette semaine. On est plutôt en train de vivre les accélérations, et c'est clairement ce qu'on va attendre ici pour les boules, des accélérations. Bon, côté Ichimoku Kinkoyo, vous avez aussi quelques petits bloqueurs qui faisaient office de bloqueurs, qui vont maintenant office de support. Vous l'avez ici au niveau de la Shikun Span, donc on l'a complètement confirmé, accepté. Donc maintenant, tout est beau en weekly ici au niveau d'Ichimoku Kinkoyo, et vous avez donc un premier bloqueur juste là, qui fera office de support au niveau des 33 800 $ par rapport à cette SSB, et vous avez un plat de Kijun également qui fera office de support tout simplement dynamique, donc c'est ultra intéressant d'aller le voir, ce qui est en fait une confluence certaine par rapport à tous les stops qui se sont accumulés, qu'on a vu juste avant aux alentours des 34 000 $. Donc il y a clairement un play à prendre ici, si on veut donc acheter le dip, même si on s'est un petit peu guerrier à le prendre ici, mais techniquement c'est complètement possible. On ne peut pas acheter là, bien évidemment, on n'achète pas en plein milieu d'un range, même si c'est un tout petit range. On attend des replis, et les replis c'est voilà, SSB, ici Pet Kijun, ici SSB plus Tenkan plus Kijun. Bon, grosso modo, ça va pas être de la tarte à passer ces 31 000 $, bien que nous avons en fait une boussole que nous utilisons régulièrement au niveau des rois du Bitcoin, juste ici par rapport au 24 novembre prochain. Il faut que ça soit fait là maintenant, si on veut aller le chercher au niveau de ce McLean Price des 32 000, 31 000 $. Il faut une pas trop bonne news, et puis derrière qu'on se dirige là-dedans. Donc si vous avez 10 000 Bitcoins à vendre, ça pourrait éventuellement fonctionner pour se retrouver aux alentours des 31 000, 32 000 $, mais il y a des gens qui sont prêts à acheter ce marché. Et d'ailleurs, c'est clairement ce qu'on observe actuellement au niveau de Coinalyse. Moi, c'est clairement ce que je voulais pas voir, c'est une augmentation au niveau ici des comptes, notamment sur Binance, et puis je vois que ça repart dans le rouge, donc le voyant plutôt au vert. Si j'aurais vu ça, honnêtement, si j'avais vu ça, les raies ne vont pas avec les si, mais si j'avais vu ce genre de choses, j'aurais pas été très confiant. Bon, je vois qu'il y a quand même du soutien au niveau des open interest, on est toujours en contango, bon, pas de problème avec ça, même si les phonings sont un peu positifs, c'est pas complètement délirant. Et puis actuellement, au niveau des comptes, on est plutôt en train d'aller chercher un peu moins. Donc on est plutôt bien installé dans ce petit flux. Autant aller chercher un peu plus haut, ça ne me surprendra clairement pas. Voilà, donc à boire et à manger pour des bears qui pensent que ça c'est monté trop en haut, pour des boules qui sont mis un petit peu sur les terres et qui pensent que ça ne peut que aller plus haut. Le côté positif, il y en a un, et c'est clairement aussi un biais de confirmation que j'utilise personnellement, c'est que ça continue à imprimer du côté des USDT. Juste là, si vous prenez la capitalisation au niveau du USDT, DAI, etc., toutes les moyennes mobiles sont ici ascendantes et on continue à sévèrement imprimer des USDT, des USDC probablement, etc. Donc on repasse les 119 billions de $, plutôt très positif. Ça veut dire qu'il y a une demande institutionnelle très probablement sur ce marché. Donc jusqu'à quand c'est toujours pareil, tant que c'est élevé, et tant mieux. Et il faut continuer, bien évidemment, comme ça. Voilà, pas plus de choses à dire. Si, allez, peut-être une dernière petite chose, parce que je l'ai vu juste sous les yeux. Si je repasse en daily,
on tente en fait de quitter un enfoncement d'activité de survente ici, donc ça ne veut pas dire que c'est baissier, ça veut dire que potentiellement on peut aller chercher de la consolidation. Et la consolidation, on l'a. Hein. Ici, c'est bear, ici, c'est bull, donc on peut en fait travailler là-dedans, faire des petites chasses à la liquidité au nord, ici, et puis aller chercher au sud, pour aller chercher de la chasse à la liquidité en vue d'une direction, soit haussière, soit baissière, bien évidemment, pour aller chercher des supports précédemment interprétés. Voilà. Bon, bah, restons focus, mais pour l'instant, il n'y a aucune alerte à avoir, comme plusieurs jours, voire plusieurs semaines maintenant. Tout est OK de mon côté. On fait quelques petites news très intéressantes. La première, c'est celle-ci. On va la reprendre ensemble. C'est Argentine. Je ne sais pas comment on lit en argentin, en espagnol. Ça fait Milei, je ne sais plus. Ravier, vous mettrez la phonétique dans les commentaires. Je vous remercie par rapport à ça. Nouveau président. Anarcho-capitaliste élu sur un programme choc. Il a clairement construit son programme un petit peu dans les dernières lignes droites. Il s'est complètement détaché de sa concurrence et il a été élu donc président d'extrême droite en Argentine. Je rappelle que c'est un pays du G20. La seule chose positive qu'on peut avoir, c'est que nous avons ici un pro-bitcoiner, comment je peux dire ça, assumé, à la tête d'un pays du G20. Donc c'est quand même une première mondiale. Maintenant, ce qui nous intéresse, il y a toujours un revers de la médaille. On rappelle quand même que c'est un climato-sceptique, qu'il n'est pas contre le commerce de l'organe et de l'enfant, et qui est complètement pour une dérégulation du marché de l'armement, et notamment des armes à feu sur le sol argentin. Bon, vous voyez qu'on ne peut pas avoir que du positif. Je rappelle que le pays de l'Argentine est un pays en très forte inflation actuellement. Je crois que c'est plus de 148% sur un an glissant, c'est énorme. D'ailleurs, pour fêter la victoire de Milei, ils ont balancé des billets de banque en l'air en guise de feu d'artifice et de confetti. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une bonne chose? C'est toujours la même chose. Beaucoup de promesses. Maintenant, il faut voir dans les faits. Ce qui est quand même relativement intéressant, c'est est-ce que Bitcoin peut éventuellement essayer de s'intégrer dans une économie d'un pays du G20? Et ça, c'est clairement une grande point d'interrogation. Maintenant, on verra bien ce qui est dit et ce qui est fait. Encore une fois, ce n'est que du FUD, parce qu'il peut être pro-Bitcoin, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'auront pas, ou il n'aura pas, lui, personnellement, des barrières. Et des barrières surtout géopolitiques, comme ces pays, malheureusement, là, en sont subis, et depuis maintenant plusieurs décennies, si ce n'est pas plus. Voilà, bon, ça reste quand même une bonne nouvelle. On verra bien ce qu'il y fait, ce qu'il en fait maintenant de cette investigation, enfin, en tout cas de cette présidence. Bon, licencié vendredi, Sam Altman sur le point de faire son grand retour à la tête d'OpenAI. Donc je vais le faire en fait de façon extrêmement rapide. Grosso modo, jeudi, il est contacté via Zoom par son cofondateur. Le vendredi midi, il est éjecté du conseil d'administration et éjecté au niveau de la présidence au niveau de OpenAI. Et tout au long du week-end, ça fait un espèce de grand branle-bas de combat. Des personnes qui travaillent sur OpenAI, je rappelle que c'est quelques centaines de personnes, hein, c'est pas une boîte de 10 000 personnes, donc quelques centaines de personnes. Et dont une partie dit, bah, s'il est viré, moi je démissionne. Donc grosso modo, c'est pas la meilleure chose. Et là, on explique que Microsoft souhaite son retour. Bon. La première question à se poser, c'est que Microsoft détient 49% des parts. Alors à un moment donné, je sais pas comment ça a pu passer au niveau du conseil d'administration, parce que si vous avez 49% des parts, alors vous n'avez pas peut-être tous les droits de vote qui sont alloués par rapport à cette capacité de capital social, mais à un moment donné, c'est quand même fou que Microsoft n'a pas été prévenu. Et il semblerait que Microsoft ait été prévenu quelques minutes avant l'annonce via Meet de son éviction. Qui a fait pencher la balance? En fait, il faut comprendre, alors, ce que j'ai compris, c'est qu'il y a grosso modo au conseil d'administration un groupe de 6 personnes, 3 contre 3, qui ont des idées divergentes par rapport à la vision de l'entreprise, et il semblerait que ce soit lui qui ait finalement fait pencher la balance. C'est qui lui? Eh ben, c'est son cofondateur, qui apparemment était plutôt du côté de ça, mais qui, au dernier moment, d'être dans le money time, si vous voulez, est passé du côté obscur de la force, si on peut l'appeler comme ça. Ça me fait beaucoup pensé lors de la vente de PayPal vis-à-vis de son limogeage de Elon Musk par son cofondateur. Donc ça me fait penser un petit peu à ça. Maintenant, le plus probable, c'est qu'il soit très certainement réintégré et que Bill Gates prenne son téléphone. En fait, c'est un petit peu ça le délire. Vu les branle-balles que Musk a fait au niveau de OpenAI, on parle de gros sous ici, c'est plusieurs milliards, voire dizaines de milliards qui ont été investis dans cette boîte-là. C'est une boîte qui perd de l'argent, donc à un moment donné, il faut que ce soit plutôt stable au niveau du management, bien qu'on reproche à Sam Altman d'avoir des problèmes de communication, de marketing. Bon, bref, c'est comme ça, mais à un moment donné, c'est aussi ce qui fait le génie de ces gens-là. C'est bien parce qu'ils ne sont pas comme tout le monde
et qui ne sont pas dans les statu quo, que justement ça en fait leur grandeur, et leur grandeur aussi de leur entreprise. Bon, on verra bien comment ça va se finir cette histoire, mais un petit air de déjà-vu entre PayPal et son ancien, entre Elon Musk et son ancien cofondateur, qui avait été disponible pendant qu'il était en pleine vacances. Donc on verra bien si Bill prend son téléphone pour le réintégrer. Si ça doit être fait, ça sera fait probablement cette semaine. Super news également, et c'est là petits oignons. On continue avec des cas d'application par rapport à des blockchains qui sont actuellement un petit peu sous les radars, même si ça a pris, même si Avax a repris un petit peu de sa superbe. Projet Guardium, JP Morgan s'appuie sur Avalanche, comme Amazon s'appuie également sur Avalanche, et celui-ci accélère par rapport à ces transferts de flux de liquidités. C'est super intéressant de s'appuyer sur des blockchains open source pour pouvoir éventuellement, et surtout de ces mastodontes de la finance mondiale qui s'appuient sur cette technologie-là et sur des technologies déjà existantes open source. Ça, c'est super intéressant. Pourquoi ? Alors, pourquoi ils font ça ? C'est que eux, ils ont très probablement essayé de le faire en interne, mais ça marche pas si bien. Et oui, évidemment. Donc, encore une fois, on peut comprendre ici, et on peut en déduire, que les projets comme Polkadot, comme Avax, comme Avalanche, comme Solana, comme Ethereum, ont quand même des années d'avance. Des années d'avance en termes de développement par rapport à leur résilience vis-à-vis de leur blockchain et de leur cas d'utilité. Donc c'est plutôt très positif à observer et je suis très content de l'observer. Yon Finance, on a beaucoup parlé l'année dernière au niveau de la chaîne des rois du Bitcoin. Est-ce que c'est mort, est-ce que c'est pas mort ? C'est probablement pas mort, encore une fois, même si son fondateur qu'on aimait bien avait quitté le navire, mais ça ne veut pas dire que le fondateur quitte le navire, ou le créateur ou le porteur de projet quitte le navire, ça ne veut pas dire que ça va partir à zéro. Le cours perd 45% en quelques heures. Il est vrai que ça avait quand même pumpé 200 ou 300%. Maintenant, est-ce que c'est un bon play ? Est-ce qu'il faut aller le chercher ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ? Comment ? C'est à peu près toutes les questions qu'on peut se poser. Ne vous laissez pas piéger dans ce type en fait d'explosion haussière. Parce que oui, on n'a aucune confirmation. Clairement, ça peut y aller. Ici, comprenez bien que c'est clairement un exit pump juste là. Vous avez un magnifique hammer. C'est quand même assez dégueulasse quand on voit des bougies comme ça. Ça, c'est clairement pas une bougie haussière, mais généralement, au niveau des pics de liquidation, le cours va chercher au-dessus de la liquidation et puis après peut retourner le marché pour se retrouver au niveau des supports de marché. Bon. Maintenant, il ne se passe strictement rien. Il n'y a pas eu de confirmation, il n'y a pas eu d'acceptation, il n'y a pas eu d'accélération, il n'y a rien eu du tout. On est toujours dans un énorme range et on va donc taper le haut du range et chercher le bas du range, haut de range, bas de range. Derrière, on voit bien que les range traders jouent ce play-là, tout simplement. Donc ça a été fait surtout où, sur quel échangeur ? Ça a été fait surtout du côté de Binance. On le voit au niveau de l'explosion des volumes au niveau de Binance. Donc peut-être une ou un tout petit groupe de personnes à liquider pour plusieurs millions de dollars au niveau de spot, très probablement spot, encore une fois, vis-à-vis du WFI, tout simplement. Donc, tant que le marché n'a pas la direction, tant qu'on n'a pas réellement une tendance qui s'installe dans des breakouts multi-time frame sur des ranges que nous constatons, à ce moment-là, c'est que de l'exit pump ou en faible liquidité pour aller prendre des profits, et à quel point c'est difficile de prendre des profits parce que dès qu'on commence à sell market ce truc-là, ça retombe relativement fort. Voilà, tout simplement. Maintenant, bon play, donc tracer et traçons avec un N majuscule nos FIBO, tout simplement, et allons chercher des zones de rechargement d'achat. Nous sommes donc ici dans une zone de rechargement d'achat. Donc c'est pas là-dessus qu'on achète, c'est plutôt dans une zone de rechargement d'achat par rapport au précédent bottom, tout simplement. Et nous y sommes, voilà. Et ça fonctionne, pour information. Donc soyez patients, et vous allez voir que tout se passera extrêmement. Donc, pas plus de choses à dire. J'ai fait vraiment le tour de tout ce que je voulais vous dire. J'espère que je vous ai aidé. Pour ma part, tout est OK. Boule, bear. Il y a quelques petits plays qui sont prenables en contre-tendance, mais je vous le dis encore la semaine dernière, c'est le plus difficile à aller chercher. Vous avez encore un très gros cluster ici de liquidité au niveau des bears. Les boules n'ont pas tendance à prendre ici massivement des profits. C'est clairement ce que j'aurais quand même voulu avoir, parce que c'est la liquidité en attente qui très probablement, sur une très mauvaise nouvelle, sera accueillie au petit oignon, et à ce moment-là, ce ne sera pas pour nous considéré comme de la panique ou du déni, mais comme probablement l'opportunité d'une vie, parce qu'on le voit et on l'a vu depuis très très longtemps, mais ça ne veut pas dire qu'on va y aller. En tout cas, ici, j'agirai. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous ai fait vraiment un tour d'horizon sur toute la partie technique. Il y a de boire et à manger pour les boules comme pour les bears. Pour l'instant, je préférais les boules que bears, puisque je n'ai aucune confirmation, et je serai encore donc très patient par rapport à mes confirmations, quels que soient les time frames que je vais viser. Et il y a quand même une perte de force, mais c'est normal d'observer une perte de force, puisque actuellement, généralement, les acheteurs achètent les creux, n'achètent pas les tops.